Tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints au pays du cinéma bis. Vos retours nous ont permis de recaler quelques détails et je remercie tout particulièrement Sylvain et Étienne pour leurs critiques constructives. Bienvenue donc dans ce deuxième épisode du cinéma bis d'Arnaud consacré, vous l'aurez compris, à un western. Et pas n'importe lequel, puisque je vais vous parler aujourd'hui d'un film peu connu mais ô combien intéressant, Quand les tambours de guerre s'arrêteront d'Hugo Frigolese. Bien sûr, nous sommes loin des films de John Ford, Henry Hathaway, Howard Hawks ou William Wellman, mais nous verrons qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Sans mauvais jeu de mots, spoiler 1. Sorti en 1951, au plus fort des années western d'Hollywood, ce petit film, tant par sa durée que par le budget, sort immédiatement du lot. Effectivement, les 76 minutes du film permettent aux scénaristes et aux réalisateurs de condenser l'intrigue et d'enchaîner l'action sans temps mort. Pas de temps à perdre pour la gaudriole, même le trio amoureux de l'histoire devra faire avec. L'intrigue est simple. En 1880, les Apaches Mescaleros, à l'instigation de leur chef Vittorio, sont sur le sentier de la guerre aux abords de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Dans cette zone se trouve la petite ville américaine de Spanish Boot, dont le maire Joe Madden expulse le joueur professionnel Sam Leeds qui vient d'abattre, en état de légitime défense, un autre joueur. Du coup, il en profite, Madden expulse également, dans le même temps, les prostituées de la ville. Leeds, parti après elle, les retrouve non loin de là, massacrés par les Apaches. Il revient alors à Spanish Boot pour prévenir les citoyens du danger. Joe Madden ne le croit pas et arrive la diligence qui a été attaquée et dont tous les passagers sont morts. Le siège de la ville peut commencer. Nous l'avons vu, l'action se condense sur quelques heures et dans un décor restreint. Une petite ville qualifiable de trou du cul du monde, un désert qui ressemble à n'importe quel autre désert américain, et 2 ou 3 décors dont un saloon, difficile de faire autrement dans un western, une forge, et l'intérieur d'une église que les acteurs vont s'acharner à mettre en pièces. Spoiler 2. Mais parlons un peu du réalisateur Hugo Frigolese. De nationalité argentine, il est né à Buenos Aires en 1908, il vient aux États-Unis à la fin des années 40 et se spécialise surtout dans le western et le polar. De sa filmographie, à peu près 25 films, on retiendra Apache Drums, Quand les tambours de guerre s'arrêteront en 1951, Passage interdit, avec Shelley Winters en 1952, Le souffle sauvage, en 1953, avec un casting de rêve, Gary Cooper, Anthony Quinn, Barbara Stanwyck, excusez du peu. L'étrange Monsieur Slade, toujours en 1953, un polar avec Jack Palance, la tronche de bad guy d'Hollywood par excellence. En 1954, Mardi s'assainera, polar avec H.J. Robinson, et le Raid, western sur la guerre de sécession avec Van Delfin et Lee Marvin. Et enfin, La Pampa sauvage, son dernier long métrage notable tourné en 1966 en Argentine, avec le grand Robert Taylor dans un de ses tout derniers rôles. Partageant sa vie entre l'Argentine et les États-Unis, réalisateur à l'écoute, indépendant, exigeant, économe, très vite les stars veulent travailler avec lui. On le voit d'ailleurs sur cette dernière photo en grande conversation avec Spencer Tracy. Pour moi, Apache Drums n'est pas vraiment un western, même si tous les éléments sont présents. L'Ouest américain et ses grands espaces, les Indiens perfides et cruels, les colons perdus au milieu de nulle part, la cavalerie et ses uniformes bleus. Je le vois plutôt comme un thriller, car le héros, ou anti-héros, se retrouve dos au mur avec une décision à prendre qui sauvera ou non la population de la petite ville qu'il a envoyée au diable, je vous le rappelle. À ce propos, John Carpenter a souvent dit qu'il s'était inspiré de Rio Bravo et d'Apache Drums pour écrire le scénario de son premier film, Assaut, sorti en 1973. Je le sais d'autant plus que j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec lui de ses premiers films lors du Festival de Gérardmer dans une autre vie. Mais revenons au film d'Hugo Frigolese. Le suspense monte tout au long du film, avec un héros tiraillé entre son envie de fuir, courage fuyons, ou de revenir sur ses pas afin de prévenir la ville. Et du même coup, passer pour un sauveur aux yeux de la belle Sally et peut-être même piquer la nanette sur laquelle le maire avait dit vu. À moins qu'il ne se pense plus en sécurité dans la petite ville de Spanish Boot qu'au milieu des collines et des Indiens, vu que le maire l'a banni de la ville sans ses armes. Je vous l'ai dit, bad guy un jour, bad guy toujours. C'est un western violent. Nous sommes en 1951 et le casting se dégarnit au fur et à mesure de l'intrigue, incluant même des surprises de taille, mais chut, je n'en dis pas plus. La scène de la découverte des corps des prostituées et surtout de leurs domestiques au fond d'un canyon, par exemple, a marqué plus d'un spectateur. Et oui, la grande faucheuse n'épargne pas les femmes dans ce film, fussent-elles de mauvaise vie. De même que celle du puits. Spoiler 3. Alors découvrons maintenant la distribution du film. Stephen McNally, plus qu'honorable,
dans le rôle du joueur Sam Leeds, habitué des rôles de bad guy et une future guest star de nombreuses séries télé dans les années 60 à 80. Willard Parker, ancien tennisman professionnel à la carrure imposante, dans le rôle du forgeron, et du maire inflexible de Spanish Boot, Joe Madden. Colin Gray, dans le rôle de Sally, que l'on a déjà vu dans Le Carrefour de la Mort, de Hathaway, ou La Rivière Rouge, de Hawks, aux côtés de John Wayne. On la verra ensuite dans L'Ultime Razzia de Kubrick, et dans plein de séries télé également. Arthur Shields, dans le rôle du révérend Griffin, grand habitué des seconds rôles, notamment chez John Ford, La Charge héroïque où il joue un docteur. À noter qu'il interprète également un révérend dans L'Homme tranquille, toujours de Ford, et Rivière sans retour de Preminger. Il devait probablement avoir la tête de l'emploi. Enfin, James Griffiths, qui interprète le lieutenant Glidden, le genre de trône que tous les amateurs de films américains des années 40-50 connaissent mais sont incapables de mettre un nom dessus. Pour l'anecdote, Stephen McNally est doublé par Claude Bertrand, qui était également la voix française de John Wayne, Burt Lancaster, Bud Spencer ou Roger Moore dans James Bond. Chapeau bas, monsieur Bertrand. La dernière demi-heure du film est un monument de suspense et de violence, rythmé par le son des tambours de plus en plus frénétiques et les cris des apaches mescaleros, galvanisés et aussi un peu carbonisés par le mescal, boisson tellement forte qu'elle ramollirait les molaires quand on la boit, m'a-t-on dit. Même les enfants ne seront pas épargnés par le carnage qui s'annonce. Dans un huis clos oppressant et une pénombre qui occulte tous les dangers, la lutte pour la survie commence. Une petite touche de douceur toutefois dans ce monde de brutes, l'intrigue réserve à 2 reprises certains moments touchants qui raviront les fans de 30 millions d'amis. Alors sans dévoiler la fin du film, on ne peut que remarquer la similitude avec la fin de la chevauchée fantastique de John Ford, mais bon, que le son du clairon dans le lointain fait du bien. Alors ce film est entre autres disponible en DVD dans la collection Western de légende aux éditions Sidonis Calista et probablement en VOD sur les bonnes plateformes. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un classique du péplum, Jason et les Argonautes de Don Chaffee, avec le grand Ray Harryhausen aux effets spéciaux. Je vous laisse donc ce soir avec Quand les tambours de guerre s'arrêteront, petit western fauché, bourré de qualité et d'ingéniosité, comme quoi il est inutile d'avoir un budget pharaonique pour faire un chef-d'œuvre. Et si certains parmi vous ne sont pas d'accord, qu'ils viennent me le dire.